Je suis Karine Guimbard, je suis l'administratrice de la Villa Cavrois et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est un honneur toujours pour nous d'accueillir des visiteurs et de pouvoir leur présenter cet établissement. Nous travaillons pour le Centre des Monuments Nationaux qui gère pour l'État plus de 100 monuments qu'il restaure et ouvre à la visite. Et la Villa Cavrois a eu la chance de bénéficier de plusieurs années de restauration avant que le Centre des Monuments Nationaux ne prenne la gestion. Cette restauration qui s'est développée sur plusieurs années a été menée avec l'agence Goutal et tout le parti pris de restauration a vraiment été de conserver un maximum d'éléments anciens et existants et de les réinstaller, en tout cas de les conserver, de les réinstaller ensuite et puis de compléter avec des matériaux plus récents si besoin. Et nous avons eu la chance de conserver toutes les traces, une bonne partie des traces anciennes au niveau du rez-de-jardin dans la matériothèque. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir des témoins de cette archéologie contemporaine du XXe siècle, puisque les éléments ont été déposés, ont été tracés, inventoriés et sont présentés au public qui peut mesurer tout le travail qui a été mené de manière à restituer certaines parties. On peut rentrer dans le détail de cette archéologie moderne et du XXe siècle. Je suis Elisabeth Porté, je travaille au Centre des Monuments Nationaux et je m'occupe plus spécifiquement de l'inventaire des collections. Vous êtes ici à la Villa Cavrois, donc la Villa Cavrois qui a été construite de 1929 à 1932 par l'architecte Robert Mallet-Stevens pour la famille Cavrois, donc qui est une famille nombreuse, composée de 7 enfants et du personnel de service. Donc à ce titre, c'est une villa très grande, très belle, donc qui reflète le prestige de son propriétaire, qui est un industriel du textile roubaisien. Il souhaite donc concevoir une villa pour ses enfants. Donc on a toutes les chambres, le personnel donc dédié au personnel de service et aussi donc tous les espaces techniques. Cette villa a la particularité d'être conçue comme un tout homogène, puisque l'architecte a tout conçu, de la poignée de porte au cache-radiateur, des textiles, des rideaux, des marbres de couleur. Donc il a vraiment imaginé tout dans les moindres détails. Malheureusement, donc, cette villa a connu une histoire mouvementée, puisque la famille finalement l'a habitée jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été ensuite occupée par les forces de l'armée allemande. Et ensuite, dans les années 50, la villa a été transformée en 3 appartements par l'architecte Pierre Barbe pour les 2 fils aînés Cavrois, qui vivaient donc avec leurs parents. La famille donc, qui a habité, en tout cas Madame Cavrois, est restée dans la villa jusqu'en 1986. À sa mort, le mobilier a été dispersé et cette villa a été achetée par un propriétaire qui avait pour but de la lotir, notamment de lotir le parc dans un quartier devenu prestigieux avec le temps. Si bien que ce projet s'est heurté au pouvoir public qui souhaitait protéger cette villa remarquable de l'architecture des années 30, si bien que s'en est suivi une bataille judiciaire. La villa s'est lentement dégradée. Malgré le classement d'office au titre des monuments historiques en 1990, la villa malheureusement a été pillée. Les arbres ont commencé à pousser sur les terrasses, la villa a été taguée et l'intérieur des pièces était souvent réduit à un tas de gravats. En 2001, l'État achète une ruine et va engager une grande campagne de restauration qui va durer 12 ans, de 2003 à 2012. Cette campagne s'est d'abord concentrée sur le clos et le couvert et ensuite sur les intérieurs. Et dans le cadre de ce grand chantier de restauration,
L'idée donc était de restituer l'état historique de 1932, qui était donc l'état souhaité par Mallet Stevens. Et donc à ce titre, chaque vestige, chaque témoin de l'architecture a été méticuleusement conservé et étudié. Cette architecture est très intéressante dans le sens où Mallet Stevens travaille non seulement sur l'aspect décoratif, à travers les couleurs, le choix des matières, mais aussi sur le côté technologique. On a donc une villa avec un chauffage central, avec une grande cuisine, des équipements domestiques très perfectionnés, un ascenseur, la TSF dans toutes les pièces, donc des radiophonie. On avait effectivement une hiérarchisation très poussée en fait, dans la conception des espaces, que l'on retrouve aussi dans le choix des matériaux, puisque les matériaux sont plus prestigieux dans les espaces de vie, alors que pour les espaces, on va dire techniques, comme les sous-sols ou les cuisines, on choisit des matériaux économiques, hygiéniques et faciles à laver. À l'issue donc de cette campagne de restauration des intérieurs, puisqu'on avait pour objectif d'ouvrir la villa et de l'inaugurer en juin 2015, l'idée d'une matériothèque est née. Ce projet avait pour ambition d'une part d'exposer les matériaux d'origine et donc par là même d'expliquer l'architecture, de montrer donc ses différents composants, le choix des matériaux qu'avait fait Mallet Stevens, et d'autre part de montrer le chantier de restauration, en tout cas de l'expliquer. Très rapidement, on a envisagé de la localiser dans les espaces techniques. Et il se trouve que nous avons les anciennes caves à vin. Et donc, dans cette perspective, on a fait appel à un scénographe lillois, qui a envisagé donc un dispositif respectueux de l'architecture et en même temps qui a mis en valeur donc l'exposition des matériaux. Et donc, pour cela, il envisageait des casiers, un système de casiers en aluminium qui intègre un éclairage LED, donc des casiers qui sont déclinés sur deux modèles. Donc un modèle évidé donc avec des lutrins où là donc on présente de manière complètement muséographiée les vestiges. Donc c'est une façon de les mettre en valeur et de les exposer comme dans des musées. Et ensuite, donc un système de casier avec un grillage orthogonal qui sert aussi de réserve visible en fait. La matériothèque est organisée en différents registres techniques. Donc pour la partie électricité, j'aimerais attirer votre attention sur les tableaux électriques, puisque nous avons ici deux tableaux électriques. On voit en fait toute la complexité des réseaux électriques qui viennent alimenter les différents appareillages et les éclairages. Pour ce qui est des interrupteurs, on voit ici de manière très claire les typologies. Vous avez ici une boîte de dérivation ronde qui correspond aux espaces techniques en relief et à côté une prise électrique carrée, donc en aluminium poli, qui venait donc et qui était encastrée et qui venait dans les espaces de réception. À côté, vous avez des matériaux de grand format qu'on n'a pas pu insérer dans les casiers de la matériothèque. On parlait donc de la table de cuisine qui est ici. Vous avez aussi des volets. Donc un volet et son arbre. En fait, les volets en bois n'ont pas pu être remis en place parce qu'ils étaient trop abîmés. Donc seuls deux volets originaux ont été conservés, un de trop grande dimension qu'on n'a pas pu présenter et celui-ci que vous avez dans la matériothèque. Un autre élément intéressant peut-être, ce sont les éléments, tout ce qui est charnière, mouvement. C'est quelque chose de très intéressant parce que ça répond au vocabulaire géométrique employé par Mallet Stevens dans la villa. Donc vous avez par exemple les grilles de ventilation qui sont comme un réseau finalement de petits carrés. Et là, on a par exemple un casier qui montre les étapes de fabrication d'une pommelle. Donc du découpage finalement jusqu'au polissage. Donc ça permet un petit peu de comprendre comment les éléments ont été refaits à l'identique pour se rapprocher au plus près des éléments d'origine. Nous sommes dans la deuxième salle de la matériothèque qui est consacrée à la fois aux couleurs, puisque nous avons les marbres, les échantillons de peinture, et aussi aux formes. Aux formes dans le sens où nous avons les briques, les carrelages, et aussi au bois.
Donc pour ce qui est des couleurs, on a un exemple intéressant dans la matériothèque puisque l'on présente les différents échantillons de couleurs. Ça permet ici aux visiteurs de comprendre en fait les choix qui ont pu être faits et surtout de percevoir les couleurs qui étaient finalement employées à l'origine par l'architecte. Donc on voit toute cette palette très très nuancée de couleurs à la fois douces mais aussi vives dans certaines pièces. Nous avons aussi un certain nombre de briques. Bon, la brique, c'est l'élément identitaire de la villa, on l'a dit, donc ce sont les briques de parement qui recouvrent l'ensemble de la façade. Ce sont des briques jaunes qui ont été fabriquées à l'époque dans le nord, dans une fabrique à Arboudin. Et donc ces briques présentent 27 modèles différents, on l'a dit, donc raison pour laquelle elles n'ont pas été coupées. Dans le cadre du chantier de restauration, seulement 10 modèles ont été refaits à l'identique. Donc on présente ici un échantillonnage avec des briques qui sont des briques de gargouille, des briques convexes, des briques concaves, des briques d'angle et bien entendu la brique modèle qui est la brique rectangulaire simple donc de façade. On présente également un échantillonnage de carrelage, donc des carrelages originaux qui correspondent à différents emplacements puisqu'on avait des carrelages à différents endroits, à la fois à l'extérieur, sur les terrasses, avec des dalles Beugin. On avait aussi du carrelage dans les espaces techniques, les salles de bain, puisqu'on l'a dit, l'aspect hygiénique était très important. Hein. Il y avait 7 salles de bain dans la villa, donc c'est quelque chose de très important, avec à chaque fois sanitaire, baignoire, donc c'était un système très, très développé. Et donc évidemment, à cette époque-là, les carrelages recouvraient l'ensemble des pièces, à la fois au sol et aussi sur les murs, toujours dans un aspect hygiénique, économique et facile d'entretien. Donc au sol, on a du carrelage en grès, sur les murs, on a des faïences donc qui donnent un aspect brillant. Donc on montre effectivement ces différents carrelages et les différents modèles. Par rapport à l'aspect luxueux de la villa, il faut souligner la présence importante des marbres. Mallet Stevens avait employé 4 types de marbres. Un marbre noir de Golzin, provenant de Belgique, un marbre blanc donc de Carrare, qu'il place volontiers dans les espaces de circulation. Et il joue en fait entre le noir et le blanc, là aussi, notamment dans les escaliers, puisqu'il mêle le marbre blanc de Carrare avec les contremarches en marbre noir de Belgique. Quand il a fallu effectivement retrouver ces marbres, on est parti donc à la recherche des carrières d'origine, et ce en particulier pour le marbre jaune de Sienne qui a été employé dans le coin feu du salon hall. La recherche qui a été faite sur les marbres, ça a été notamment pour le marbre vert de Suède qui recouvre la salle à manger des parents, qui est vraiment la salle la plus luxueuse de la villa. C'est un marbre vert, c'est un marbre de Suède, donc de Kolmarden. C'est une seule carrière qui est aujourd'hui exploitée dans le monde. Et donc, on a pu bien sûr la retrouver et travailler donc à partir des extractions. Et notamment, il a fallu revoir les tailles des marbres de manière à pouvoir suivre le dessin qu'avait employé Mallet Stevens à l'origine. On s'est rendu compte qu'il y avait des vagues, ça formait un motif de vague. Donc il a fallu effectivement travailler sur la taille du marbre pour essayer de retrouver ces vagues et de les positionner telles qu'on a pu les voir sur les photographies. Le parquet est très présent au sein des espaces de la villa. S'il y a du carrelage dans les salles de bain, dans les sanitaires, dans les cuisines, à peu près dans toutes les autres pièces, comme les chambres, les espaces de vie, les espaces de réception, on trouve le bois. Et en particulier le parquet. Donc c'est un parquet qui est très intéressant parce qu'il est traité d'une manière particulière. Il s'avère que c'est un parquet qui est posé au ciment magnésien. Donc c'est un procédé qui avait été breveté à l'époque par une entreprise belge et qui a été repris dans le cadre du chantier de restauration par la même entreprise belge. On a retrouvé leur successeur pour effectivement refaire les parquets selon cette technique. Alors ça a été très compliqué parce que finalement il a fallu comprendre et retravailler les méthodes de l'époque.
Et donc ça a été un travail de patience, puisque l'idée était de récupérer les différentes lamelles de bois, puisqu'on a un parquet mosaïque, et de pouvoir les disposer et les encoller sur des damiers un peu plus grands, et ensuite les retourner pour ensuite passer les joints en fait au ciment magnésien. C'est quand même une façon de procéder qui est relativement stable dans le temps. Et d'ailleurs, les parquets étaient plutôt bien conservés dans leur ensemble. Donc là, soit il s'agissait d'un traitement en conservation pure, soit c'était effectivement, dans d'autres cas, une dépose et de pouvoir assembler les parquets d'origine dans les mêmes pièces de manière à ne pas avoir de traitement différent, enfin pour avoir une certaine homogénéité des pièces. Je pense qu'on peut considérer effectivement cette matériothèque comme un centre de ressources, puisqu'on a essayé effectivement de présenter un échantillonnage de tous les matériaux qui ont été rencontrés dans cette architecture et dans le cadre du chantier. Donc c'est vrai qu'on couvre un panel très large de techniques et de composants, puisqu'on va de la brique au carrelage, du carrelage au marbre, aux éléments de plomberie. On a parlé de l'électricité, donc tout ce qui est interrupteur, appareillage, les éléments d'évacuation des eaux, les éléments d'ouverture, tout ce qui est boutons de manœuvre, les charnières, les poignées de porte, les volets roulants aussi, puisque effectivement la lumière est un élément important de la villa. C'est toujours dans l'esprit d'avoir une approche hygiénique et donc facile à vivre avec la lumière qui rentre dans l'habitat. Donc ça, c'est vraiment dans l'esprit des années 30, mais qui a été déployé de manière très précise et très programmatique dans cette villa, puisqu'on a de grandes ouvertures, que ce soit des portes-fenêtres, des baies vitrées, en général qui s'ouvrent à guillotine, puisqu'on ne perd pas, il n'y a pas de place perdue. Et c'est aussi un petit clin d'œil au goût de Mallet Stevens pour la technologie et son goût pour les automobiles, puisque c'est un peu comme les vitres de voiture qui s'effacent et qui rentrent dans les portières.